ici, ce livre-là m'a vraiment intéressé. C'est Léon Gineste qui l'a écrit sur les éditions Rustica. En fait, je l'avais bien aimé parce que, tu sais, il faisait comme... Il était doré un peu. L'ouverture est quand même assez impressionnante. Il y a beaucoup de dessins. Je l'ai trouvé très lumineux. Je l'ai trouvé... c'est vraiment très, très, très joli à regarder. C'est sûr que moi, quand je l'ai acheté dans une librairie où est-ce que je pouvais le feuilleter. Malheureusement, celui-là, si ma mémoire est bonne, je l'ai feuilleté un petit peu rapidement parce qu'on se fait vite à regarder de travers si on lit un livre, mais il y en a beaucoup qui sont déjà tout emballés puis on peut pas vraiment les déballer, à moins de demander aux employés de l'ouvrir. Donc, c'est un aimant qui le ferme et qui le rouvre. J'avais vraiment trouvé ça impressionnant. Les dessins sont vraiment magnifiques. C'est vraiment tous les dessins types d'alchimie. Donc, le grimoire secret de l'alchimiste. C'est vraiment très bien dessiné. Les pages sont en type de vieux manuscrit. J'avais vraiment apprécié beaucoup. Et les dessins, je vais juste le tasser ici pour que vous puissiez bien le voir. Bon, je pense que ça va être correct comme ça. On a le sommaire ici avec 3M. C'est assez impressionnant. Je sais pas si c'était volontaire ou c'est légèrement une petite faute de frappe. Moi, c'est une déformation professionnelle. Les fautes d'orthographe comme ça me saute aux yeux. Mais donc, on a le sommaire ici avec tous les types, avec tous les chapitres possibles. On a l'origine, la recherche de l'absolu, les grands principes de la chimie historique de l'Égypte antique à la Renaissance, la chimie contemporaine, les alchimistes inspirateurs des sciences et des arts et la conclusion. Donc, on a toujours des beaux dessins assez médiévaux, je dirais, sur tout le livre. On a l'introduction ici. En gros, ça explique c'est quoi l'alchimie. L'alchimie a aussi une sœur qui s'appelle la spagyrie. C'est l'équivalent un peu, je pourrais dire, c'est une forme de magie verte un peu. En gros, c'est l'alchimie, mais pour fabriquer des potions, pour fabriquer des infusions et tout, vraiment pour la guérison ou pour la santé. C'est comme l'alchimie, c'est l'ancêtre de la chimie, autant que la spagyrie, c'est l'ancêtre de la pharmacologie d'aujourd'hui. Donc, si j'y vais vraiment assez raw, assez basic, c'est vraiment comme ça qu'on peut le définir. Donc, ici, on a vraiment l'introduction à savoir c'est quoi l'alchimie avec vraiment, encore là, très jolis dessins. Ça parle vraiment, en gros, de ce que c'est. Ensuite, on a les origines de l'alchimie. Où est-ce que ça devient l'alchimie? Où est-ce que ça a été pris? Au tout départ. En fait, il parle de l'étymologie parce que, en fait, on va le voir un petit peu plus loin, là. Mais ici, le mot vient, c'est surtout les Égyptiens, il y a les Arabes ensuite qui l'ont repris, et il y a de la chimie un petit peu partout dans le monde aussi, et dans le passé. Toujours des belles gravures à côté. Hermès Trismégiste, qui est en réalité une personne qui n'existe pas, malgré qu'ils l'ont comme humanisé à un certain moment. Il n'existe pas, c'est une personne qui est créée de toutes pièces parce qu'au départ, tout le savoir alchimique provenait des Égyptiens qui, eux, disaient que c'était leur dieu Thoth qui les avait donné ce savoir-là. Donc, c'était tout Thoth. Et par la suite, les Grecs l'ont repris et les Grecs, eux, c'est plus le dieu Hermès, donc c'est devenu Hermès Thoth pour devenir Hermès Trismégiste, ça veut dire comme Hermès 3 fois grand en grec. Donc c'est lui qui a comme soudainement devenu l'auteur de tous les textes alchimiques. Par contre, il n'existe pas. Je ne sais pas s'il y en a qui disent qu'il existe, mais c'est vraiment un personnage créé de toutes pièces qui a été humanisé par la suite. Donc, ici, on parle de l'Égypte antique, que les prêtres des temples ont étudié le ciel, ils ont eu beaucoup de dialogues, et par la suite, avec leur expérimentation, ben, ils ont comme créé l'alchimie. Il y a différents types d'alchimie aussi, c'est expliqué un peu ici, l'alchimie chinoise, taoïste.
par la suite indienne, dont le Rasayara, qui serait, ou c'est, non, Rasayana, je crois, c'est le mot hindou pour alchimie. Donc, on a tout vraiment un historique ici de l'alchimie un petit peu partout dans le monde. Par la suite, on a l'origine biblique de l'alchimie. En gros, évidemment, avec les Grecs, les Arabes l'ont amené un petit peu et soudainement, c'est rentré avec les moines et les prêtres catholiques qui ont comme réutilisé ça pour rajouter les anges et le Dieu dans le processus alchimique. Donc, on a encore là vraiment un historique de tout ce qui s'est passé ici. On a la figure de l'alchimiste. En gros, aujourd'hui, en fait, dans la dernière décennie, les alchimistes ont eu une très, très, très mauvaise presse. C'est vraiment pour faire la différence entre la chimie puis l'alchimie. Mais à l'époque, c'était très bien vu à être alchimiste. C'est en fait, non, il ne recherchait pas que la richesse, il ne recherchait pas que l'immortalité. En fait, il cherchait plus une façon d'avoir un lien vers Dieu ou vers ce qui est plus puissant que nous. Donc, en gros, l'alchimie, il y en a de tous les types de religions, peu importe laquelle, et les recherches qui ont été faites, et tout le monde pouvait l'être. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins, de personnes qui étaient très, très, très instruits, qui sont devenus alchimistes. On entend parler les grands de ce monde qui étaient des alchimistes. Comme par exemple, sais-tu... vite comme ça me vient pas. Qu'est-ce que... Il y a un de mes chats qui se lamente. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de très grands, que ce soit des poètes, que ce soit des scientifiques, que ce soit des peintres, qui étaient alchimistes aussi. Et oui, il y a eu du monde, des personnes d'église qui l'étaient aussi. La recherche de l'absolu, les grands principes de l'alchimie. Ici, ça raconte qu'est-ce que l'alchimiste cherche en réalité. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent juste l'argent? Est-ce que c'est une science? Est-ce que on est chimiste ou alchimiste? Comme je l'expliquais tantôt, l'alchimie, c'est l'ancêtre de la chimie, mais c'était plus l'expérimentation avant que la chimie devienne chimie. Ça ne veut pas dire que l'alchimie est dépassée aujourd'hui, c'est juste qu'on continue à expérimenter. Par la suite, des simples faiseurs d'or, est-ce qu'on voulait juste changer n'importe quel métaux en or? Est-ce que c'était vraiment ça le but? Pas tout à fait. Le but, c'était surtout d'essayer de trouver le remède à toutes les maladies. On parle de pierre philosophale ici. On parle de la pierre philosophale, oui, qui pouvait changer n'importe quel métaux en or, mais qui pouvait faire aussi l'élixir de longue vie selon les croyances des alchimistes. Donc, ça explique vraiment ici tout ce qui pouvait arriver avec les quelques dégâts qui pouvaient en causer. Bon, la méconnaissance de l'alchimie, c'est sûr que quand on ne sait pas ce que c'est facile de croire à n'importe quoi, c'est facile d'inventer n'importe quoi puis de dire « Ah ben, j'en ai vu un faire une espèce d'incantation et tout », quand ça a peut-être probablement rien à voir avec l'alchimie. Donc, tout est ici parlé. Oh, ça va-tu, Tato? J'ai un chat qui cherche l'attention. Donc, c'est ça ici. Il y a tout. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ce que je disais, c'est qu'il y avait. On parle vraiment des types de rumeurs, des fausses croyances qui a causé en fait l'alchimie à être discréditée au vu de Monsieur, Madame, tout le monde. Qu'est-ce que le grand œuvre? En fait, le grand œuvre, c'est le grand mot qui parlait d'essayer de trouver l'ultime préparation, c'est-à-dire, par exemple, de réaliser la pierre philosophale, de réussir à la faire pour... Oui, on fait la transmutation des métaux, mais c'est aussi pour faire une espèce de médecine universelle pour réussir à guérir tous les maux.
Voilà, donc le grand œuvre, c'était là, c'était quand même assez difficile et les alchimistes étaient surtout, voulaient surtout accomplir ce type d'œuvre-là. Par la suite, on a parlé de la fusion nucléaire dite froide parce que on a la fusion nucléaire chaude qu'on connaît aujourd'hui. La froide, c'est qu'ils voulaient essayer de fusionner des atomes puis faire de la transmutation sans inclure la chaleur, juste en les mélangeant que ça se fasse. C'est en expérimentant qu'on découvre que ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas. C'est probablement ça qui est arrivé, mais ici, on explique vraiment toute l'histoire de la chose. Le procédé ignoré. En fait, c'est encore là d'autres expérimentations qui ont fait. Donner raison à l'alchimie. En gros, il y en a qui disent que oui, mais l'alchimie avait dit que. Des fois, c'est facile de déformer les mots, il faut faire attention. Et ici, on voit vraiment en image le combat entre la chimie et l'alchimie. C'est vraiment une image qui représente clairement ce que les scientifiques veulent essayer d'éviter de se faire associer l'alchimie. La pierre philosophale, c'est quoi? Comment qu'il la fabriquait? C'est quoi? C'est une pierre philosophale? La pierre philosophale, c'est-tu plus une façon d'atteindre Dieu ou c'est vraiment une élixir qu'on pourrait faire pour faire la longue vie? Pour, je veux dire, atteindre longue vie? Qu'est-ce que tu veux, bon? C'est lui qui chiale depuis tantôt. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas être là. Regarde, tu vois là? J'ai toute la place là. Ouais. Tu vas-tu descendre maintenant? C'est tout? Tu vas-tu descendre? On va être à ta binette? Bon, t'as peu. Là, j'ai mon chat ici. Il décide de prendre la place parce qu'il veut se faire flatter. Puis là, ben, il ronronne fort. Attendez pas, là, mais il est là, là. Regarde, tu viens-tu ici? Viens-tu voir? C'est sûr qu'il y a du monde qui veut te voir la binette. Il s'appelle Lucky, puis c'est lui, il miaule, il miaule, il miaule. Puis là, oups, là, j'en ai une autre qui s'en vient. Non, Dadou. Oui. Bon. OK, là, ça va être la parade des chats. Fait que je vais essayer de continuer malgré tout. Ah, l'œuvre là. Voici Lucky. Mais tu peux pas rester là, Dadou. Tu peux pas. Attends, tu peux pas rester là. Tu peux pas. Faut que tu te pousses. Faut que tu te pousses. Non. Bon. Pas long, on va le tasser. OK. Fais du poil un petit peu. Donc, la transmutation. Ici, en gros, on disait que l'alchimiste fabriquait l'or par transmutation. En gros, c'est une façon de transformer la nature d'un métal pour en faire un autre métal. En faisant des mélanges selon l'astrologie, selon tout plein de facteurs. Est-ce que ça fonctionnait? C'est inscrit ici. Est-ce que tu sais, il y en a qui disent que oui, il y en a d'autres qui disent que c'est douteux. Les transmutations biologiques, en gros, dans le corps humain, même chose. On pensait que peut-être en ajoutant un élément, ça pouvait faire en sorte qu'une maladie pouvait être changée. Il y en a ici un pouvoir caché. En fait, il explique que il avait déjà donné à des poules un autre type de matériau. C'était il avait empêché les poules d'avoir du calcaire et les poules faisaient des œufs mous quasiment transparents parce qu'il n'y avait pas le calcaire nécessaire pour pouvoir faire une coquille d'œuf normale. Par la suite, ils ont essayé de donner un autre type tu sais, comme de pierre, de minéraux, du silicium, et ils ont essayé de voir si ça allait changer. Mais ça a pas, selon ma mémoire, ça n'a pas vraiment marché. Mais c'est vraiment, on essaie, on a une théorie, on essaie et on voit si ça fonctionne. Mais la transmutation est aussi pareille dans la nature et on explique pourquoi ici. La spagyrie, c'est une espèce d'alchimie verte, comme j'expliquais au début.
En gros, c'est comme faire de la transmutation végétale, comment mélanger des plantes, mélanger c'est comme des items pour réussir à fabriquer un autre type de plante. En gros, on en fait beaucoup aujourd'hui pour... hey, tata! On en fait aujourd'hui beaucoup pour essayer de sauver certains arbres. Quand on prend une branche puis on veut lui donner les propriétés d'un autre arbre, ben ça fait un peu comme biologie. On continue, les piliers de la spagyrie. En gros, il y a aussi une grosse philosophie qui est liée à ça. Donc, c'est très, 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 très regardé. Bonjour les loups. Là, j'ai mon autre visiteuse. La médecine douce du Moyen Âge à nos jours, oui, il y a eu quelques remèdes qui ont été créés. Par exemple, il y a eu les débuts de l'homéopathie, par exemple, que je suis pas une très grande cliente. Hey, Tatonne, c'est parce que là, tu caches tout le livre. Peux-tu descendre? En gros, c'est vraiment la spigérie, c'est pour faire une forme de thérapie médicamenteuse avec des plantes pour réussir à trouver une façon pour guérir les maux. Ici, regarde, pour Paracels et les pratiquants de l'art spagérique, il s'agit essentiellement de médecine par les plantes. C'est ça la spagérie. Le processus spagérique permet de fournir une essence contenant tous les éléments curatifs du végétal, y compris les oligo-éléments. C'est analogiquement une forme puissante de phytothérapie ou d'homéopathie sous un aspect différent. Donc, il y a trois principes de spagérie. Il y a les huiles essentielles, qui est l'âme de la plante, les teintures liquoreuses, l'esprit de la plante, et les sels minéraux et oligo-éléments, qui sont le corps de la plante. Donc, il y a aussi l'alchimie métallique qui parle de mercure, de sel et de soufre pour à peu près pour les mêmes, l'âme, l'esprit et le corps. Donc, ici, on parle vraiment que le spagériste, lui, c'est un alchimiste, en gros, parce que l'alchimie, c'est pas juste une question c'est pas un chimiste qui mélange des affaires, il y a aussi beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de croyances en Dieu, il y a de connexion avec Dieu. Donc, ça rentre un peu là-dedans aussi. Le traitement des plantes, les pierres végétales et élixirs, les grandes figures de la spagérie. Thériaque, pardon. En fait, t'as peu. C'est un espèce de inventeur. Ok, c'est le médecin grec Galien qui a inventé la thériaque, qui est le premier antidote contre les poisons à base de jus de pavot. Et c'est ça, donc il en parle ici un peu. Qu'est-ce que l'or potable? En gros, si ma mémoire est bonne, je vais juste m'assurer que je dis pas n'importe quoi. Un or potable, c'est une espèce d'élixir euh, pour essayer tu sais, en y rajoutant des ingrédients, bien sûr, et on... c'est pour vraiment, tu sais, dans ce cas-là, il parle vraiment que sous l'action de la chaleur, le cyanure va se former et dissoudre l'or. Il faut bien laver la préparation, puis prendre que les matières lourdes, puis pour éliminer toutes les traces de cyanure qui distille par la suite. Tu sais, vraiment, le procédé est quand même assez long avec un alambic et tout. En gros, ça fait une espèce de sel couleur rubis qu'on appelle l'or potable. Dissous dans le vin, c'est un médicament extraordinaire, dit-on, parce qu'il se rapproche de l'élixir de vie de l'alchimie minérale. Voilà. Donc, ici, on fait la différence entre la spagérie et la médecine d'aujourd'hui. Ici, on a une recette de thériaque, un élixir de mélisse, l'oratoire ou l'alchimie spirituelle. Comme je l'expliquais, l'alchimie, c'est pas tout simplement le fait de mélanger
des éléments, c'est aussi le fait de se connecter spirituellement et à plus élevé que nous, aux dieux et tout. Donc ici, on a vraiment une belle description de ce qu'on parle. On parle de dévotion, on parle de vie spirituelle et qu'il faut vraiment euh, c'est comme être bien, méditer, prier pour que ça fonctionne bien. Ben, en fait, pour avoir les meilleurs résultats, dit-on. Euh, L'alchimie et ses symboles, là, il y a vraiment beaucoup de symboles alchimiques. Vous en avez sûrement déjà vu. On a le symbole du mercure qui change un peu avec le symbole actuel du mercure. Et on en a quelques-uns ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais l'approcher un petit peu plus pour que vous donniez une meilleure idée. Voilà. Donc là, ici, on a tous les types de symboles utilisés pour l'alchimie. On constate, je vais redescendre, on remarque ici qu'on a les 4 éléments qui sont là. C'est par la suite, bon, on a le féminin, on a le masculin, on a le féminin, la lune. Ça, c'est le soleil qui est encore utilisé aujourd'hui autant en astrologie qu'en astronomie. Euh, Mercure qu'il est là, parce que même les planètes en astronomie ont quand même son symbole, ont conservé son symbole. Et il y a plusieurs types de symboles qu'on connaît quand même beaucoup. Donc, j'en ai juste fait un petit tour, mais ça, c'est là, en majorité, c'est une espèce de table de symboles alchimiques. La langue des dieux, en gros, il parle comme ici la Kabbale, jouer avec les mots, faire des espèces de jeux de mots pour... en gros, il expliquait que la Kabbale phonétique, c'est une espèce de parler secret où est-ce que on va... C'est la sonorité des mots fait en sorte, pour eux, ça l'aide vraiment. J'avais fait une vidéo par rapport les mots de pouvoir, où est-ce que c'est vraiment la sonorité des mots, c'est vraiment comment que nous on le perçoit. Donc ici, il parle de la Kabbale. Une autre façon de penser qui parle, bon, l'homme est un ange déchu qui se souvient des cieux. C'est assez poétique. Ici, regarde le tableau, il parle de tableau périodique des éléments, qu'on appelle aussi la table de Mendeleïev, qui représente tous les éléments chimiques. En gros, c'est un chimiste qui l'a fait, mais c'est vraiment... En fait, au départ, ça a été fait avec les éléments connus de l'époque, mais par la suite, ça rentre vraiment avec les découvertes que l'alchimie, elle avait faites au départ aussi. Et là, je ne veux pas dire que la chimie n'a pas fait de découvertes, mais ils ont quand même des racines avec l'alchimie. Hum, Ici, ça, c'est une gravure qui vient d'un traité. Il y a vraiment des très beaux dessins. Hum, Langue de cheval ou langue verte. En fait, c'est la cabale on appelle langue de cheval. Donc, ici, on a vraiment une petite description de ce que c'est. Là, on rentre dans le côté historique. Quoique j'ai l'impression que depuis le début du livre, on parle vraiment de tout ce qui est historique.
Hey, ça fait combien de temps que je parle pas? Je pense que en voulant remettre mon micro, ça n'a pas marché. Oh non. Oh non. Hey boy. Ça fait combien de temps qu'on m'entend pas? Je viens tout juste de m'en rendre compte. On m'entend pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hmm. Je vais juste essayer quelque chose. Je peux essayer de voir où est-ce que ça bloque. Eh merde. Là, qu'est-ce qui se passe avec mon nom? Fait- Là, mon ordinateur me fait du trouble. Je suis vraiment désolée. Je sais pas pourquoi que, je sais pas depuis quand. J'ai une façon de savoir depuis combien de temps. Et là, pour une raison, j'ignore, j'ai un écran qui refuse. Ce sera pas bien long, donnez-moi 30 secondes. Petit problème technique. OK, bon, on va essayer de voir où est-ce que ça l'a bugué. OK. Là, mon micro arrête pas de fermer. J'ignore pour quelle raison. Ça va pas bien. Je vais juste essayer de l'accoter un petit peu comme ça. Ça va peut-être m'aider un petit peu justement à éviter de l'accrocher. Je l'ai probablement accroché. Donc, j'avais lu le message de Mistem qui me disait, qui me saluait en me disant que il ou elle va me réécouter en rediffusion aussitôt que possible. Merci beaucoup. Vraiment merci de venir faire un petit tour pour me faire un coucou. Euh, donc, ce que je disais, c'est qu'on parle de l'alchimie historique. Depuis le début, l'alchimie historique, j'ai l'impression qu'on parle d'histoire, on parle d'anciens temps, malgré qu'on mentionne un peu quelques éléments d'alchimie, même si on ne parle pas vraiment de pratique. Et là, on tombe vraiment dans la version plus, je dirais, condensée de l'histoire. L'Égypte antique à la Renaissance, en gros, ça a une très longue histoire parce que oui, on en a vu aussi en Chine,
en Inde et plein d'autres endroits d'alchimie. C'est pas vraiment centré sur l'Égypte ancienne au départ. Donc, il parle du berceau de l'alchimie qui est l'Égypte ancienne, l'alchimie alexandrine qui a débuté quand que les Perses ont envahi l'Égypte. Ici, on a la croix d'Ankh, comme je le disais tantôt, mais que vous m'entendiez pas. Sincèrement, désolé encore. Là, on a vraiment plein de descriptions de ce que c'est. On a même et voilà, et c'est quand même assez. On a mentionné un petit peu plus aussi le côté grec, mais on en parle vraiment avec Alexandrie et sa grande bibliothèque. L'alchimie en islam et ses adeptes, Khalid ibn Yazid, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Désolée si je massacre le nom. Faudrait que je fasse des recherches sur le nom. Je pense que faudrait que je me tape un peu pour me punir. En gros, c'est un des grands alchimistes musulmans parce que, en fait, il faut pas juger une religion avec certains extrémistes. C'est pas parce que certains extrémistes aujourd'hui veulent vivre comme dans l'ancien temps sans nécessairement augmenter, améliorer leur sort puis faire des découvertes scientifiques. Ça n'a pas toujours été le cas. Même la religion catholique a eu ses droits, a eu ses moments. C'est vraiment les religions ont tous eu des extrémistes. Faut pas les juger par rapport à ça. L'islam, à l'époque que l'Église catholique était très, très, très hermétique et fermée, ils ont fait des très grandes découvertes, dont l'alchimie. Ici, donc, on parle vraiment de tout ce qui est principes alchimiques, les grandes personnes qui ont fait beaucoup de découvertes, qui ont contribué aussi beaucoup. Ensuite, on tombe dans l'alchimie médiévale d'Occident. Donc, c'est comment que l'alchimie est rentrée en Europe et s'est vraiment répandue vraiment énormément. Il y a eu beaucoup de persécutions sur les alchimistes au Moyen Âge. Ici, on a la vérité de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Est-ce que c'était tous les alchimistes? Est-ce que c'était quelques-uns? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le décrétal de 1307 ou 1350? Je pense que c'est 1307. Des fois, les fontes d'écriture, c'est très, très, très difficile. Les polices d'écriture, c'est très difficile à lire. Donc, ici, on parle les types alchimiques. Je veux dire, le décrétal. Oh, ok. Non, je lirai pas le texte en entier. Les Templiers et l'alchimie. Avec toute l'histoire, Arnaud de Villeneuve, qui est un illustre médecin du Moyen Âge. Nicolas Flamel, bien sûr, qu'on a tous entendu parler grâce à Harry Potter. En gros, de 1330 ou 1340, on n'est pas sûr de sa date de naissance, jusqu'à 1418, et Dame Pernelle, qui est son épouse. Ils ont vraiment fait beaucoup d'alchimie, mais tu sais, il y a eu des rumeurs qui ont fait en sorte qu'il n'est jamais vraiment mort. Est-ce que c'est vrai? Il s'en était vanté. Est-ce que c'est vrai encore là? On ne le sait pas. Donc ici, il en parle vraiment de Nicolas Flamel, quand même beaucoup. Jacques Coeur. Il y a quand même beaucoup de personnages. Bernard le Trévisan. Ensuite, on tombe dans Alchimie de la Renaissance. En gros, on a eu beaucoup... ici, il y en a un autre qui affirme avoir fait la pierre philosophale. Denis Zacher, puis un adepte qui réalisa la pierre philosophale. Il a fait beaucoup d'échecs jusqu'à ce qu'il affirme avoir reçu, mais avoir réussi à faire la pierre philosophale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, John Dee, qui est quand même très connu dans le domaine ésotérique d'ailleurs, John Dee. Paracels, lui aussi très connu.
Bon, médecine hermétique. Ensuite, Anne-Christine Suède, l'étonnement du docteur Valelmont. Donc, il parle vraiment des personnages très, très, très séparés avec l'Alfer Helvétius. Ça, je me souviens vaguement de ce que ça dit, mais on reçoit la visite d'un alchimiste et pouf, soudainement, la vie change. Et voilà. Là, on tombe dans l'alchimie contemporaine. En gros, il y en a quand même beaucoup, mais la science aussi a commencé à se développer à ce moment-là. L'alchimie au 18e siècle. En gros, là, on parle vraiment de comment que l'alchimie s'est développée en plus. Voilà, avec toute leur documentation. Là, on est vraiment dans le côté chaque personne, ce qui ont contribué. L'alchimie pré-révolutionnaire. C'est vraiment avant la Révolution française, l'alchimie qui était là. Ensuite, on parle de 19e et de 20e siècle. En gros, à un moment donné, l'alchimie a quasiment mort à cause de la chimie. Et c'est ça qui a fait en sorte que, en fait, éventuellement, c'est revenu tranquillement, pas vite. Mais on en parle un peu ici, dans la survivance de l'alchimie au 20e et 21e siècle, avec quelques noms. Les alchimistes d'aujourd'hui qu'on recherche, les alchimistes inspirateurs, les sciences et les arts, parce que oui, bon, dans la science, il y en a. Malgré tout, on peut essayer de il parle de Nostradamus était aussi alchimiste, mais il parle vraiment de tout ce qu'on a amené de la science et qui a fait en sorte aussi que, moi je peux dire aujourd'hui, en fait maintenant c'est vraiment deux éléments séparés, mais à l'époque ça ne l'était pas. L'alchimie et les arts, on en voit beaucoup, beaucoup de symboles alchimiques sur certains de les œuvres d'art, autant en peinture, autant dans les sculptures, autant dans les monuments aussi. Et là-dedans, il en parle de quelques-uns. Et il y a des fois dans les œuvres ici, Mylène Colia. Donc, il y a quelques symboles qu'on voit ici qui représentent, on a l'espèce de compas avec sablier, avec plein de symboles ici dans les arts. On parle aussi de les outils. L'étoile mystérieuse. Et on parle vraiment Salvador Dali ici, qui est quand même un auteur du début des années 1900, qui a... en fait, je crois qu'il mentionnait un peu en fait, ça sonnait un peu alchimique. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques symboles alchimiques qu'on peut voir sur sa façade. On parle de façade ouest et parvis qu'on affiche ici, mais le roman a comme mis ça, je dirais, au-devant, au-delà. Là, on parle les films, Harry Potter, bien sûr, hein, j'en ai parlé tantôt. Et là, on tombe dans la conclusion où est-ce qu'on dit, bon, mais c'est quoi l'alchimie? Qu'est-ce que ça a? En fait, une petite conclusion sur l'alchimie avec le glossaire qui a vraiment tous les mots utilisés là-dedans. Si vous voulez avoir une plus grande définition, ben on a ça ici. L'auteur, y a-t-il, et les autres livres qu'il a écrits. La bibliographie, si vous voulez en savoir plus, il y en a tout plein. Et il y a beaucoup écrit sur l'alchimie d'ailleurs. Et voilà. Et mon édition, moi j'ai l'édition 2019. Et voilà. Quand même un très beau livre.
si j'ai adoré le côté histoire, historique de l'alchimie, c'est vraiment un livre qui en parle. Mais de là à dire que c'est un grimoire, je suis pas tout à fait d'accord parce que oui, il y a peut-être 2 recettes alchimiques, mais ça nous montre pas comment le faire, ça nous montre pas comment pratiquer. J'ai un autre livre sur l'alchimie. En fait, j'en ai 2 autres. En fait, j'en ai plus que 2. J'ai eux ici que j'ai pas eu le temps de terminer de lire. On voit, j'ai plein de petites notes. Voilà. J'ai plein de petites notes que j'ai mis. En gros, c'est l'alchimie pratique, le chemin de l'alchimie, où est-ce qu'il y avait beaucoup plus d'informations, peut-être moins le côté historique, mais plus vraiment le côté pratique. Et c'est vraiment, puis le but là-dedans, c'est vraiment le chemin vers l'illumination. Puis j'en ai d'autres, là. La spagyrie, que j'ai trouvé très, très, très intéressant euh, à lire. Et jusqu'à... Lui, j'ai hâte de commencer à le lire. C'est Alchimie et magie sexuelle. J'ai hâte de le lire, celui-là. Lui, je ne l'ai pas encore commencé. Mais lui, c'est vraiment le côté historique. Il faut vraiment... Je pense que je vais vous l'approcher pour que vous allez mieux le voir. C'est vraiment le côté historique qui est très intéressant et que j'ai apprécié. Mais en achetant ce livre-là, ne vous attendez pas à apprendre l'alchimie. Vous allez savoir c'est quoi, vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir connaître le côté historique, mais pas le côté pratique.